Du coup, on vous a fait une petite slide pour présenter un peu notre pôle gérontologique. Nous, c'est 3 pôles d'expertise, handicap, pôle domicile et la personne âgée. On a 6 établissements et plusieurs dispositifs associés pour la personne âgée et handicapée. On a également 569 lits et places et 360 salariés. Du coup, le pôle, c'est une véritable plateforme de ressources au sein du territoire qui permet une double expertise entre la gériatrie et le handicap et qui accompagne des personnes âgées et handicapées à partir de 60 ans. Plus précisément, le pôle gérontologique avec les pôles d'expertise. On a le pôle hébergement pour la personne âgée avec un EHPAD de 324 lits, dont 9 services de soins, un PASA de 14 places, 2 unités Alzheimer de 80 places, un dispositif d'hébergement temporaire d'urgence et en sortie d'hospitalisation de 10 places, et on a également une pharmacie à usage intérieur. Concernant notre pôle domicile, on a un SIAD de 180 places, un CRT, du coup, qu'on va vous présenter de 30 places, un service d'hospitalisation à domicile de 40 places et un centre de santé à orientation gériatrique qui est également au sein de notre EHPAD. Concernant notre pôle handicap pour la personne handicapée, on a un ESAT de 39 places, une unité pour personnes handicapées vieillissantes de 14 places qui va ouvrir fin septembre et une équipe mobile de 15 places pour personnes handicapées vieillissantes. Concernant le CRT, on a été labellisé en décembre 2023. Le CRT, le Centre de ressources territoriales, il s'inscrit dans le développement de notre pôle domicile et il intervient en complément des missions du SIAD, de l'HAD, mais également du centre de santé. Donc, dans ce CRT, on a 2 modalités d'intervention, c'est-à-dire 2 volets. Le premier volet qu'on va vous présenter, c'est la mission d'appui aux professionnels du territoire, via des formations, des ateliers, etc. Puis le second volet, c'est un accompagnement renforcé aux personnes âgées en perte d'autonomie au domicile. On va vous présenter d'abord le premier volet, puis ensuite le second volet. Pour ce premier volet, concernant l'appui aux professionnels du territoire, on le fait via des formations professionnelles, via un appui administratif et logistique, mais également via la mise à disposition de compétences et ressources gérontologiques, dont on va vous présenter sur les slides suivantes. Donc, plusieurs missions dans le cadre du volet 1. La première, c'est avant tout favoriser l'accès aux personnes âgées à l'offre de soins via des consultations infirmières ou pas. On a également la mission de contribuer à l'amélioration des pratiques professionnelles et à la qualité de l'accompagnement via via l'organisation d'ateliers de prévention, des analyses de pratiques, en ciblant bien les besoins et en apportant aux professionnels des séances où ils peuvent discuter tous ensemble. On a également la valorisation et la mutualisation des structures et les compétences des établissements médico-sociaux, où notre pôle intervient comme un CRT et est au cœur de la mutualisation de différentes structures du territoire. On est en cours d'équipement d'une salle de téléconsultation pour le public âgé. On ouvre également les prestations d'animation de l'EHPAD aux personnes âgées du territoire. Et on a également pour mission de rendre l'offre d'accompagnement du territoire plus lisible. Ensuite, sur la slide suivante, c'est notre zone d'intervention. Concernant le volet 1, on intervient sur tout le territoire Yvelines Nord. Et une antenne sur Montesson. De Mantes jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. On a également une antenne sur Montesson via notre EHPAD Léopold Bellan, où on fera venir plusieurs ateliers et formations au sein de l'EHPAD de Montesson. Sur la slide suivante, c'est un peu toutes les actions que l'on a menées dans le cadre du volet 1. Depuis janvier, du coup, on a une séance par mois d'analyse des pratiques professionnelles avec plusieurs professionnels de d'autres structures que la nôtre. Ça permet d'échanger entre eux avec des expériences communes ou des situations totalement différentes. C'est très apprécié, les APP sont très appréciés. Ouais, c'est mené par une psychologue, effectivement, sur des situations, notamment, on a pu en tout cas analyser un peu les APP qu'on a menés, c'est surtout tout ce qui est analyse de situation, fin de vie, voilà, des difficultés organisationnelles, mais surtout sur des actions de soins en direct avec voilà, cette psychologue qui réunit plusieurs intervenants extérieurs et plusieurs cœurs de métier.
Et ça leur permet effectivement d'échanger sur des expériences professionnelles. Et du coup, ouais, c'est une fois par mois, c'est tous les premiers jeudis. C'est ça. Ensuite, on a les formations à destination des professionnels et aidants. Ces formations sont diverses. Ça peut être sur la maladie d'Alzheimer comme dernièrement. Et la prochaine également, c'est sur la maladie d'Alzheimer. C'est en fin d'année, ça sera un mot question. Du coup, ceux de l'antenne de Montrajoli ont pu en profiter. En fin d'année, ça sera sur une question. Ensuite, on a les ateliers à destination des aidants aidés. Là, on propose tous les mois un atelier à destination des aidants aidés. Et ce mois-ci, la thématique, par exemple, c'est les directives anticipées et la personne de confiance. Mais pas que, effectivement, on a eu plusieurs ateliers. Je crois que slide suivant, on a un petit résumé de tous les ateliers qui sont. Alors, ça, c'est le programme annuel sur les APP. Voilà, comme disait Samir, effectivement, on avait à cœur aussi, parce que dans la zone géographique du Bac Nord, où on est plutôt présent, hein, avec toute la prise en charge du secteur des Yvelines et des alentours du Mantois. Par contre, sur l'antenne de Montesson, effectivement, il a fallu réfléchir dans la mise en place du CRT et du programme à comment arriver aussi à capter toute la population, en tout cas du côté de Montesson, pour laquelle nous, c'était plus compliqué. Donc, on alterne entre Magnanville et Montesson. Et puis, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Magnanville, qui habitent Montesson, les téléconsultations, enfin les salles de vidéothèque qui ont été, on fait de la visio en direct pour pouvoir effectivement éviter les transports inutiles qui pourraient être un... Tous nos ateliers ou APP ou formations sont également en visio. Dans la slide suivante, donc bah, ça c'est typiquement un des ateliers qu'on a pu mener. Alors voilà, cette année au mois d'avril, c'est un atelier prévenir la dénutrition. Là, ce sont des IDEC en fait, effectivement, qui font de la sensibilisation, par exemple sur ce qu'on a nous en tout cas constaté au départ avec notre expérience du domicile via le SIAD et l'HAD avec des personnes âgées qui arrivent plutôt dénutries, avec un problème effectivement de préparation des repas, des choses comme ça, qui fait que du coup, on a essayé de comprendre un petit peu et de mettre en place des ateliers qui vont aussi, pour l'année prochaine, aussi mûrir et partir sur d'autres sujets. Mais en tout cas, cette année, l'atelier de nutrition a plutôt été apprécié parce qu'on a abordé un petit peu au-delà des régimes alimentaires, c'est pas le principe, c'est surtout leur apporter quelques notions et les aider à, à valoriser un petit peu comment ils peuvent arriver à manger et puis à travailler sur tout ce qui est dénutrition au niveau des aidants, surtout qui sont dans la préparation des repas à domicile. Vous avez aussi tous les ateliers qui ont été menés aussi. On avait tout ce qui est sécurisé, circuit du médicament, hein, parce que autant sur l'HAD, on a une PUI, c'est clair, c'est net et c'est plutôt assez concret. Autant sur le SIAD, c'est les infirmières qui sont dans la préparation des piliers, avec effectivement des circuits qui ne sont pas toujours faciles, mais en tous les cas, c'est pareil, cet atelier, c'était des aidants et des aidés qui sont aussi parce que tous les bénéficiaires du SIAD ne sont pas dans la préparation des médicaments, des surcoûts, puisque c'est les aidants souvent qui participent à préparer les médicaments. Et du coup, nous, on essaie de les accompagner à comment stocker les médicaments ou voilà, apporter quand même un peu d'éducation sur ce point-là. Et puis peut-être la surmédicalisation avec les conciliations médicamenteuses. Voilà, on réfléchit aussi à faire évoluer nos ateliers pour apporter des choses un peu plus concrètes. On a aussi la chance d'avoir un ergo au sein de l'équipe pluridisciplinaire CRT, ce qui nous a permis de mettre en place effectivement, bien vu chez soi, les aides techniques. Ça, c'est pas mal. Voilà, on a eu pas mal de monde, que ce soit les aidants, les aidés. Ça, plus bien vivre chez soi et adapter son environnement. Parce que, effectivement, qui dit domicile dit sécurisation en adaptant notamment pour sécuriser et les bénéficiaires et puis sécuriser les soignants du matériel adapté à l'ergonomie. Et puis accompagner les aidants et les aider dans tout ce qui est technique. Parce qu'effectivement, ils ont besoin d'avoir le bon matériel au bon moment pour aussi préserver cette autonomie qui n'est pas toujours là lorsque on les prend. Soit on amène à les réautonomiser, soit au moins on maintient l'objectif de garder une certaine autonomie pour qu'ils puissent être maintenus au domicile le plus tard possible.
Et puis après, effectivement, là, à venir, on aura tout ce qui est pathologie neurodégénérative qui seront menées par notre équipe aussi pluridisciplinaire du CRT. Et puis le prochain atelier, effectivement, ça c'est tout ce qui est principe des directives anticipées qui sera mené par nos assistantes sociales. Parce que c'est pareil, au décours des ateliers qu'on mène, à la fin, on pose des questions. Enfin, on essaye un petit peu de voir un retour d'expérience. Et lorsqu'on sent qu'il y a des thématiques qui sont difficiles pour eux, où ils ont besoin qu'on apporte un peu d'expertise, eh bien, c'est comme ça, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, tous nos ateliers vont être au fil de l'eau, retravaillés et remaniés en fonction de ce qu'ils nous disent aussi sur le terrain. Voilà, donc atelier vraiment à destination aidants et bénéficiaires, c'est très important de le souligner parce que c'est comme ça aussi qu'on avance voilà, sur les prises en charge au domicile en incluant les aidants qui sont quand même, encore une fois, les principaux concernés. Et puis, en leur donnant des clés, on pense quand même qu'on arrivera aussi à travailler sur l'épuisement qu'ils ont au quotidien à gérer les bénéficiaires du domicile. Alors là, ça reprend effectivement un petit peu notre flyer au tout départ où on a un petit peu expliqué les missions, les formations, tout ce qu'on vient de vous expliquer effectivement sur le volet 1, avec les ateliers qu'on a pu travailler cette année-là, qui ont été déroulés jusqu'au mois de décembre. Et puis là, dans 2 mois, on va retravailler sur d'autres ateliers qu'on aura, comme je dis, identifiés au fil de l'eau, des retours des aidants, des aidés, de ce qu'on nous aussi on constate sur le terrain, sur les difficultés que les gens, quand ils sont à domicile, peuvent nous remonter. Donc volet 2. Donc volet 2, là, pour le coup, c'est effectivement là, c'est une mission d'accompagnement, pardon, renforcée pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Là, on est sur une file active de 30 bénéficiaires qui sont au domicile, qui sont plutôt voilà, slide suivante. En fait, on est là pour le coup, mission d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, j'ai une IDEC qui va au domicile des bénéficiaires. Et puis, une fois qu'elle a évalué les besoins des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui n'ont en général pas de bénéficiants, voire un isolement, c'est un des critères quand même aussi qu'on prend aussi pour pouvoir admettre les bénéficiaires dans le dispositif, on va coordonner des prestations et mettre en œuvre des nouveaux services. Grâce à l'intervention de nos partenaires pour décharger les usagers, bah, ça peut être comme on le note, là, portage de repas, télésurveillance, aide à domicile. On fait intervenir notre SIAD quand il y a besoin, effectivement, sur la partie soins, nos infirmières aussi, s'il y a besoin aussi de prendre en soin pour des problématiques de pansement, de dextroglycémie, en tout cas toute la partie soins techniques, ça peut être aussi une intervention à notre demande. On a aussi la possibilité de faire bénéficier ces bénéficiaires de tout ce qui est animation au niveau de notre EHPAD. Donc, pareil, tous les mois, ils ont un programme qui est envoyé. Et puis, effectivement, bah, ceux qu'on peut, en tout cas, accompagner à venir, à se déplacer euh, au sein des EHPAD de Magnanville, ça leur permet d'avoir, on va dire, de faire des ruptures d'isolement dans lequel, quelquefois, ils sont quand même plutôt ancrés. Donc, ceux qui peuvent, en tout cas, on le fait et on les amène à venir chez nous. On a la chance aussi au niveau de l'EHPAD d'avoir une sorte de centre de rééducation, effectivement, avec du matériel adapté en kiné. Donc, on peut aussi faire venir certaines personnes du CRT qui le souhaitent et qui le peuvent, hein, parce que gérer un cadre, c'est pas forcément toujours évident d'avoir une motricité, mais on peut les faire venir et adapter des activités physiques adaptées avec un kiné, un APA. On a adapté et sécurisé le logement. On a la possibilité aussi, effectivement, on a la chance d'avoir un ergo. Donc, bah, c'est pareil, ce que je vous disais, hein, l'ergo se déplace avec l'IDEC, qui font une évaluation via le PP. Et puis, grâce à cette PP, bah, on va pouvoir évaluer comment, nous, en tout cas, on peut sécuriser le logement grâce à la mise en place de tout ce qui peut être qu'est-ce qu'on a comme exemple avec Télégraphique, on a pu mettre en place tout ce qui était
Ouais, voilà, tout ce qui est risque de chute, enfin voilà, des dispositifs qui permettent en tout cas de sécuriser le domicile. Avec de la télésurveillance, risque de chute, dénutrition. Avec les verres connectés, on teste là pour certains, on va voir si ça fonctionne parce que quelquefois on nous dit que c'est limite, mais en tout cas on teste, mais Télégraphique a été mis en place pour la plupart des bénéficiaires au plus près des besoins qu'on a évalués. On a aussi la possibilité via CARE en fait mettre en place de la télémédecine parce que comme je vous disais aujourd'hui, en tout cas avec le recul des bénéficiaires qu'on a en charge, certains sont en rupture de médecin. Il n'y a pas de médecin pour les prendre en charge, c'est toujours compliqué. Ensuite, quand ils ont un médecin, le médecin ne peut pas se déplacer, puis les personnes ne peuvent pas forcément sortir du domicile. Donc, on a réussi à mettre en place de la télémédecine, même si ça a ses limites. Malheureusement, on ne peut pas tout faire avec la télémédecine, mais notamment sur des consultations de renouvellement d'ordonnance. On a fait de la télémédecine via CARE. Donc, du coup, c'est pareil, l'IDEC, on évalue le besoin. Nous, notamment, pour vous donner des exemples, on avait un patient qui avait besoin de consultation psy, consultation gériatrique. On a fait de la télémédecine via CARE. On s'est déplacé au domicile via une tablette. Et l'IDEC a pu mettre en place une consultation. Alors, comme je vous dis, quand il s'agit d'avoir une consultation cardio, ça me paraît compliqué parce qu'on ne peut pas faire tous les examens en direct, notamment tout ce qui est échographie, mais en tout cas, on peut faire des pré-consultations et orienter la personne dans le suivi médical quand il y a des ruptures. Voilà, donc en tout cas, sur ces missions de renforcer pour les personnes à domicile, en tout cas, grâce à notre équipe pluridisciplinaire, on a, en tout cas, sur nos 30 bénéficiaires, on permet donc de l'évaluation, de la coordination et ensuite, la dernière étape, c'est le suivi régulier de tout ce qu'on peut mettre en place en se rendant régulièrement au domicile et en faisant un point régulier avec eux. Alors, c'est vrai que toutes les prestations qu'on vous a proposées sont gratuites. Il y a des possibilités de transport, oui, parce qu'on s'est rendu compte que forcément, les transports ont pas été financés dans les dispositifs, mais du coup, nous, maintenant, quand les gens ne peuvent pas venir, on a aussi une animatrice qu'on a pu embaucher aussi qui permettra en tout cas de lever l'isolement aussi au domicile. Voilà. Et donc voilà, toutes les animations de l'EHPAD sont gratuites, sauf certaines qui peuvent être payantes, mais bon, je crois qu'il n'y en a pas tellement. C'est coiffeurs, socio-esthéticiennes, par exemple, des choses comme ça, qui peuvent être payantes, mais le reste est gratuit. La zone géographique du coup du volet 2 CRT, on est sur pratiquement 58 communes autour du Mantois. On est à peu près sur les mêmes dimensions de prise en charge géographique que sur le SIAD et l'HAD qu'on a en charge. En fait. Donc, du coup, en dernière slide, on vous a mis nos principaux partenaires du CRT, car l'enjeu du CRT, c'est se faire connaître et être visible au sein du territoire. Et ça passe notamment via nos partenaires. Donc, on vous a mis un peu tous nos partenaires, tous nos principaux partenaires et toutes les actions qu'on met en place pour se faire connaître et pour être visible au sein du territoire. Et vous avez des questions par rapport à notre présentation, par rapport aux différents volets? J'en profite juste avant le temps de questions. Oui. Je fais une toute petite aparté. On arrive même au 1 an des rencontres Flash Santé. Du coup, à cette occasion-là, on vous demande si vous pouvez, pendant le temps de questions-réponses, soit flasher le QR code qui est là, soit cliquer sur le lien que je mets dans la conversation. Il y a un petit questionnaire de satisfaction très rapide à renseigner. Je m'excuse d'avance parce que probablement que vous recevrez aussi le lien par mail dans un second temps. Mais voilà, juste si même pendant le temps de questions-réponses, vous pouvez prendre quelques secondes ou à la fin de la rencontre pour remplir le questionnaire, ce serait top. Voilà. Je laisse la place aux questions. Alors, même si je suis du DAC, je vais me permettre d'ouvrir le temps de questions. Vous parliez du coup, dans le cadre du CRT, de l'ouverture à la possibilité d'évaluer des patients à domicile, notamment en ergo. Est-ce que vous avez des critères spécifiques et une voie d'adressage pour profiter de ces évaluations-là auprès des patients à domicile?
Alors, les critères, je n'ai pas très bien compris votre question. En fait, les critères les prises en charge qu'on a en CRT, c'est nos partenaires extérieurs. En fait, finalement, on a des demandes un peu partout du DAC, du PAT. On les explique effectivement, il y a des situations qui sont un peu compliquées. C'est comme ça que nous, on s'est fait une file active, effectivement, parce que comme les critères, c'est GIR1, GIR4, et à partir de 60 ans, personnes âgées. Et puis, en fonction de ces critères-là, effectivement, on fait des évaluations, on les fait admettre. Après, on avait la chance aussi d'avoir le SIAD et effectivement, sur des situations du SIAD, quelquefois, on se rend compte que une prise en charge SIAD sur la partie de soins n'est pas suffisante. Donc, on se dit, grâce au CRT, on a pu balancer, enfin, d'un dispositif à un autre, on a des patients qui sont pris en charge sur le SIAD, mais qui peuvent être repris en charge par le CRT pour aller creuser, chercher, faire du suivi renforcé. Parce que ce n'est pas nos équipes du SIAD aujourd'hui qui sont, en tout cas, dans la capacité de faire du suivi renforcé. Parce que nous, on passe une fois, 2 fois par jour en termes de prestations, soins, mais surtout ce qui est volet social, volet suivi psychologique. On n'a pas, en tout cas, les effectifs pour faire ça. Donc voilà, pour répondre à cette question. Après, les critères par rapport à l'ergo, bah, c'est tout ce qui est testineti. Enfin, lui, il a des critères de grille et en fonction de l'aménagement du domicile et des besoins, voilà, le plus gros critère, enfin, la grosse difficulté du domicile, c'est l'aménagement pour sécuriser le logement. En fait, on a beaucoup de difficultés, il y a des risques de chute importantes. Ils ont quelquefois des problématiques musculo-squelettiques voilà, pour pouvoir une perte de muscles qui fait que c'est compliqué pour eux de se déplacer et pour éviter les chutes et les hospices, parce que c'est quand même un des critères aussi, c'est de les maintenir autant que ce peut à domicile et d'éviter les hospices. Ben, en fait, voilà, lui, il va au domicile avec l'IDEC. Je vous dis, nous, ils sont ensemble. L'IDEC a fait la partie soins, tout ce qui est dérouler les prestations de soins. Et ensuite, lui, il fait toute sa partie ergonomie et sécurisation du domicile en mettant en place ce qu'il peut effectivement pour sécuriser le logement et le bénéficiaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais voilà. Et vous accompagnez après enfin, l'ergo fait ses préconisations ou il accompagne aussi ou il oriente vers, je sais pas, l'agence autonomie ou voilà pour faire les dossiers, monter les dossiers. Enfin, il y a une charge administrative Il aussi. y a toute cette partie que lui est à même de faire. Et puis, bah, nous, la semaine dernière, j'ai encore une réunion avec pour trouver des dispositifs innovants, parce qu'on est toujours à la recherche de choses qui peuvent encore en plus aider notre suivi renforcé, parce que évidemment, on n'est pas là toute la journée. Donc, mais télégraphique déjà quand même, avec tout ce qui est actimétrie et puis dispositifs qu'on peut mettre en place, nous aide en tout cas à faire les levées de doute qu'on peut appréhender et nous permettre quand même de faire un suivi. Mais oui, l'ergo, au-delà du fait que dans son cœur de métier, c'est de mettre en place des dispositifs et des aides techniques, il est aussi dans tout cet accompagnement de dossiers. Voilà, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on avait une dame qui n'avait pas de fauteuil roulant adapté. Ça fait 4 ans qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Enfin, ça, c'est un exemple, par exemple. Et puis, eh ben, il fait ce qu'il a à faire aussi avec l'assistante sociale et qui fait partie aussi de l'équipe pluridisciplinaire pour justement prendre en charge toutes les situations un peu complexes. Que le CRT, ça reste quand même des situations, en tout cas sur le volet 2, assez, ou en tout cas avec du recul, on se dit, voilà, il y a vraiment un suivi renforcé à faire à domicile sur des situations et des parcours de soins qui ne sont pas toujours faciles. Nous avons une question de Madame Tacchini. Oui, bonjour. Je voulais savoir où est-ce qu'on oriente entre le CRT et le PAT, en fait, puisque le PAT est également là pour faire des évaluations à domicile de personnes en situation, enfin, en tout cas, de personnes âgées à domicile. Qu'est-ce qui fait qu'on oriente vers le CRT plutôt que le PAT et inversement? Ah, parce que nous, la différence, je dirais, après, moi, le PAT, j'ai plutôt eux qui m'orientent des gens. En fait, nous, on est quand même dans du suivi aussi. Après, on les accompagne, on les évalue, mais on ne les lâche pas comme ça, en fait. On fait un suivi régulier. Le PAT, je pense que les missions, c'est plutôt de sensibilisation, une fois qu'on a capté des situations, parce que nous, le PAT nous oriente les bénéficiaires. Donc là, on est quand même, nous, sur de l'évaluation et du suivi en force à domicile. La différence, c'est qu'ils vont rester
dans notre dispositif jusqu'au moment où à un moment, ils ne pourront plus aller au-delà. Vous voyez, mais là, nous, on a quand même des missions qui sont bien différentes tout de même. Ok, merci. Nos équipes qui passent pratiquement toutes les semaines au domicile et qui font du suivi. Vous avez déjà la file active complète là ou pas encore? Oui, si, on a. Non, on a parce que nous, on était déjà ancien dispositif STRAD, on avait déjà mis 15 en fait. D'accord. Donc là, on est plus sur une liste d'attente si on vous adresse des nouveaux. Oui, tout à fait. Effectivement, là, bon, je pense que c'est pour ça qu'on a rempli assez rapidement, parce que étant anciennement STRAD, on avait déjà pas mal communiqué il y a 1 an et demi sur ce dispositif-là via nos partenaires. Et donc, on s'est fait quand même plutôt connaître par rapport à ça. Mais là, oui, on a plus de place. Sur les 30, on est plutôt. Voilà. Après, on a eu peut-être un ou deux déménagements de personnes qui sont parties, donc on a repris des personnes, effectivement, d'autres bénéficiaires. Mais voilà. C'est pas. Mm. Par contre, là, aujourd'hui, on travaille beaucoup, comme je vous disais, c'est surtout sur la partie volet 1, puisqu'on est plateforme de formation un peu des professionnels. Comme je vous expliquais, bon, nous, on a quand même pas mal d'ateliers qui sont menés, hein, et puis sur les ateliers de sensibilisation à l'intention des aidants et des aidés, euh, voilà, ce qu'on avait mis en place en janvier, là, sur toute l'année, c'était au regard de ce que nous, en tout cas, sur le terrain, on nous remonte. C'est-à-dire que les aidants, quand ils ont des problématiques avec leurs bénéficiaires sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, sur tout ce qui était aider les aidants avec les aides techniques, hein, il y a plein de choses qui existent. Ils n'ont pas forcément l'information en temps réel. Donc, nous, l'ergo, il va plutôt aller au domicile est renforcé en plus par des ateliers, mais je pense que à l'avenir, il y a quand même beaucoup de thématiques qu'on pourrait développer. Nous, par exemple, notre expérience du SIAD nous montre que les problèmes de stomie sont récurrents. C'est toujours difficile de gérer les stomies à domicile, et on se dit il faut aussi qu'on arrive à sensibiliser et puis former aussi des aidants à cette prise en charge. Voilà. Et donc, nos ateliers vont aussi évoluer en fonction du terrain et des difficultés que nous, en tout cas, professionnels du domicile, on rencontre. Mais pas que, il y a d'autres ateliers qu'on pourra. L'accompagnement de fin de vie devient une difficulté aussi dans les SIAD, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont accompagnées par les SIAD. Et je pense que c'est pareil sur tout ce qui est gestion. Alors, j'ai la chance d'avoir un HAD, donc du coup, effectivement, lorsqu'un patient va moins bien et qu'il est étiqueté, qu'il est étiqueté soit en palliatif, j'arrive à effectivement faire des relais et mutualiser et en envoyant le patient assez rapidement avec une équipe qui peut le prendre en charge sur tous les soins de support de fin de vie. Mais voilà, il y a quand même, je pense, à réfléchir à vraiment faire évoluer nos ateliers pour vraiment répondre aux difficultés du terrain aussi. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, Madame Charon. Je veux bien intervenir. Combien d'usagers avez-vous pris en charge par le CRT? Est-ce que vous savez, vous avez des statistiques? À 30, aujourd'hui, on en est à 30. D'accord. Voilà, après, sur les aidants, sur les ateliers, on est à peu près en moyenne à 12 aidants aidés. Parce qu'on essaie de. Il y a des ateliers qu'on mène en commun, aidants aidés, surtout si on est sur de l'éducation à la santé, comme je vous disais. Il y a des ateliers sur les professionnels, alors une dizaine de personnes. Voilà. Après, c'est pas la pile active qu'on attend, mais je trouve que pour un dispositif qui est pas très vieux et qui s'est mis en place depuis quelques mois, je pense effectivement qu'on peut encore arriver à communiquer. On essaye, en tout cas, on continue à communiquer avec les partenaires extérieurs pour avoir le maximum de personnes. Mais voilà, une dizaine ouais, sur les aidants aidés, sur les formations en interne. Alors, typiquement, on a pas mal de CCA qui participent à nos ateliers, en tout cas de sensibilisation à l'extérieur sur certaines thématiques. En tout cas, c'est ce qu'on a pu analyser.
On a, qu'est-ce que tu m'avais dit d'autre C'est différentes structures. Différentes structures des EHPAD, voilà, qui viennent effectivement sur ces ateliers de sensibilisation sur les thématiques qui, en tout cas, qui peuvent les intéresser. Alors, en réalité, j'aimerais aussi pouvoir capter plus de SAD, de services à domicile, typiquement les auxiliaires de vie, dans tout ce qui est manutention, pour qu'elles puissent aussi se former grâce à nous, qui sont plutôt professionnels sur tout ce qui est question d'ergonomie et de manutention. Les SAD, pour l'instant, c'est un peu fragile, puisqu'on a du mal à les capter. Mais bon, comme il y a une réforme des SAD qui va se mettre en place, forcément, on pourra aussi, après, à travers cette réforme, former nos auxiliaires de vie sur nos entités. On a une question aussi de Déborah Furtac. Oui. Oui, bonjour, Déborah Furtac de l'ACTA 78, qui est une association d'appui aux professionnels de santé libéraux des Yvelines. Et moi, j'avais une petite question, je rebondissais juste sur un de vos propos. Vous parliez de faire évoluer vos groupes de travail pour pouvoir s'adapter à la population du domicile et des professionnels du domicile. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous étiez, votre équipe, comment est-elle composée? Est-ce que c'est que des professionnels de structure ou est-ce que vous avez des professionnels de ville, justement, pour réfléchir à toutes les attentes et les besoins des professionnels qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en structure? Alors, nous, nos ateliers, aujourd'hui, ils ont été plutôt mis en place au regard de notre expérience sur domicile. D'accord? Par rapport à toutes les thématiques, comme je vous dis, j'en ai vu d'autres et je vais les faire évoluer par rapport à ça. Nos partenaires, pareil, quand on met nos ateliers et qu'on demande, quand on communique auprès des partenaires extérieurs, parce que l'objectif du CRT, c'est quand même amener l'ensemble des professionnels, que ce soit du domicile ou de l'extérieur, à participer sur nos ateliers et à venir en tout cas, et peut-être aussi à venir en tout cas nous aider à identifier des problématiques, parce qu'on a déjà rencontré plusieurs EHPAD qui pour autant ne sont pas du tout du domicile, mais qui ont des professionnels qui sont intéressés par nos ateliers de sensibilisation. Donc, on essaie de s'ouvrir, on invite de plus en plus les partenaires extérieurs, en tout cas, à participer avec nous, à réfléchir sur les situations. Alors, les situations de fin de vie que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas un secteur où on n'est pas en difficulté par rapport à ces prises en charge, ou en tout cas, nous, on a quand même cette difficulté de devoir accompagner. Enfin, c'est pas une difficulté, si, c'est compliqué parce que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, la volonté de la personne de décéder à domicile, elle est aujourd'hui présente. Et il faut qu'on arrive, nous, en tout cas, à accompagner ces personnes au domicile, à aller jusqu'au bout de cette volonté, en tout cas. Ok, merci. Et du coup, votre équipe, pour le moment, elle est seulement au sein de votre structure? Alors, notre équipe aujourd'hui, oui, c'est une équipe en pluridisciplinarité. À la base, oui, elle est au sein de la structure, mais la psychologue qui mène les ateliers, elle est de l'extérieur. Les stomatos que je vais me prendre pour les ateliers seront aussi des gens du territoire qui ont la compétence. Je vais m'ouvrir de plus en plus, effectivement, à amener d'autres partenaires à nous aider, en tout cas sur le terrain. Les IDEC aujourd'hui qui mènent tous les ateliers sur effectivement la dénutrition, ce sont aussi des infirmières qui ont aussi des compétences, qui ont fait du libéral, qui ont fait d'extérieur. J'ai des conventions avec des IDEC qui me permettent elles aussi de venir participer, animer des ateliers. Voilà, on s'ouvre à l'extérieur, à la ville de la manière la plus simple possible. Bon, maintenant, je capte effectivement, quand on vous a parlé tout à l'heure des hébergements temporaires en post-hospi, aujourd'hui, nos difficultés de se dire c'est dommage parce que on a quand même beaucoup de mal plutôt au niveau hospitalier à faire émerger tous nos dispositifs parce que c'est compliqué. Il y a toujours un peu cette fracture entre le domicile et l'hospitalier. On travaille effectivement à pouvoir en tout cas amener l'ensemble des professionnels à décloisonner, travailler ensemble. Je vous dis ça, j'ai 28 ans de fonction hospitalière, je ne connaissais que l'hôpital, mais je me suis ouverte effectivement à travailler en me disant qu'il faut faire des ponts entre la ville, l'hôpital et les structures médico-sociales. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Entre l'HAD, le SIAD et le CRT et tous les dispositifs autour,
On essaie de faire un maillage avec nos expertises en géronto, puis avec le milieu du handicap qui est à venir aussi, parce que on a été labellisé avec 15 places d'équipe mobile PHB. On a ouvert en juillet, donc il y a encore en plus un dispositif supplémentaire pour les oubliés au domicile, hein. Pour les personnes voilà, qui ont un handicap mental, ça devient une charge aussi pour les aidants. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Peut-on revoir la carte de votre secteur d'intervention? Alors oui, je vais vous la remettre. Volet 1 ou volet Voilà. 2? Ah oui, ça dépend du volet, exactement. Ça, c'est pour le volet 1. Sur le volet 1, on va être du coup sur le territoire Yvelines Nord. Et le volet 2, Et sur le volet 2, on va être sur le territoire du CIAD avec 58 communes. Ouais, 58 communes à partir de Magnonville, ouais. D'accord. La carte sera disponible ou on pourra... Parce que sur le site, je ne la retrouve pas, c'est pour ça. On peut vous envoyer notre présentation si vous le souhaitez. Avec les cartes. J'enverrai le support de présentation. Ça D'accord. marche. Donc, pour les personnes qui sont connectées via LinkedIn, où j'ai peut-être pas les adresses mail, mettez-les dans le chat pour être sûr. Mais je vous enverrai le support avec le lien du replay. Du coup, j'ai une petite question parce que si je regarde bien, les CRT, les deux CRT que moi j'ai en connaissance, du coup, ils ne couvrent pas toutes les Yvelines. Il y a d'autres CRT, je vois CRT Yvelines Sud, il y a vous, il y a Versailles, vous, il y en a d'autres? Dans les Yvelines, on n'est que 2, du coup, pour l'instant, parce qu'il y a un appel à projets qui est sorti pendant l'été, qui s'est clôturé fin juillet, je crois. Pour l'instant, on est 2 CRT. Nous, on couvre Yvelines Nord et l'Épine, je crois que c'est Yvelines Sud. Oui. Et à terme, il y aura plusieurs CRT dans les différents territoires des Yvelines. D'accord, parce que du coup, nous, on est juste au milieu, donc en fait, on est sur personne. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, moi je veux bien poser une question. Oui. Est-ce qu'une famille peut solliciter le CRT directement? Comment est-ce que vous communiquez en fait pour vous faire connaître auprès du grand public, si je puis dire? En tout cas, pour le volet 1, on travaille beaucoup avec les villes, les communes, les mairies, les CAS afin de se faire connaître. Pour le volet 2, ça veut dire ce que fait des... Le volet 2, porte d'entrée, ça a vraiment été les médecins traitants, le PAC, le DAC. Voilà, c'est vraiment notre porte d'entrée. Et les situations où, effectivement, aussi, l'infirmière, l'idée qu'en tout cas, sur le volet 2, elle a aussi, sur le volet 1, une partie dépistage infirmier où, voilà, c'est des gens qui viennent, notamment, porte d'entrée EHPAD de chez nous, par exemple. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres de parcours où elle vient en consultation mémoire et on se rend compte qu'il n'y a rien qui va à domicile, il y a des difficultés et ça peut être une porte. On a déjà eu des bénéficiaires qui sont arrivés par cette porte d'entrée. Voilà. Mais après, sur le volet 2, je vous dis, ça a été vraiment nos partenaires extérieurs avec des situations qui nous ont alertés et qui ont permis de les prendre ou pas les prendre. Ça dépend aussi des... Parce que comme vous le voyez, sur le volet 2, on est quand même soumis à la sectorisation. Quand c'est hors secteur, on va pouvoir s'appuyer sur d'autres CRT. De toute façon, c'est ça aussi, c'est de faire ce lien avec les autres CRT, notamment sur le volet 2. Sur le volet 1, moi j'ai déjà discuté avec un autre CRT. Sur le volet 1, on va balayer quand même du DAC Nord ou DAC Sud. Il y a quand même, géographiquement, on a beau être ambitieux. Nous, partie Nord, on est plutôt bien capté. Sur le Sud, ça va être plus compliqué. C'est pour ça que notre antenne à Montesson, elle est là aussi pour ça. C'est encore en maillage, hein, ça c'est pas encore tout à fait fait parce que nous, autant on a avancé sur la partie nord, autant sur la partie sud, c'est un peu compliqué encore parce que ça prend tout petit à petit. Voilà, mais après, voilà, les partenaires, je vous dis,
Ça s'est vraiment fait, nos assistantes sociales aussi, voilà, qui participent aussi avec nous. Mais le PAT, ouais, on a quand même pas mal de situations du PAT. Parce qu'on travaille, en tout cas, nous, étroitement avec le PAT sur les situations un peu complexes. Pour compléter peut-être ce que disait Madame Charon, les associations de bénévoles, par exemple, type Jalmal ou ASP, peuvent vous interpeller également ou alors peuvent proposer aux personnes qu'ils accompagnent et qu'ils identifient de vous appeler. C'était peut-être ça aussi un peu le fond de En fait, la pensée. oui, Madame Charon. Ou est-ce qu'il faut que ce soit vraiment des institutions type DAC, PAT, SIAD, HAD qui vous sollicitent? Je pense que c'est parce qu'à un moment, c'est plus des institutions. Parce que Jalma, moi, je sais que j'ai conventionné l'année dernière pour l'HAD. Parce que je me retrouve en difficulté avec des aidants qui étaient un peu en souffrance et avec des équipes voilà, qui n'avaient pas forcément le temps de faire ce travail de soutien au domicile par rapport à ça. Donc, Jalma est une association que j'avais mis en place dans ce cadre-là. Maintenant, c'est vrai que c'est plus nos partenaires extérieurs sur le médico-social ou sur des situations qui peuvent être, qui peuvent en tout cas nous envoyer des bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les hôpitaux. On a déjà du mal, je vous dis, à faire de l'hébergement en post-hospi ou de répit. Parce que ces dispositifs-là, pour l'instant, on les maîtrise, on les connaît, on diffuse, on en fait. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, c'est pas tellement typiquement les associations qui vont acheminer. C'est vraiment voilà, toute cette partie effectivement partenaire, en collaboration avec partenaires extérieurs qui nous ont permis en tout cas de remplir notre fil actif. Sur le volet 1, c'est des portes ouvertes à droite, enfin de communication alors, Samir, par exemple. Sur le volet 1, du coup, on est un peu plus large que le volet 2, ça peut être des associations qui peuvent. C'est ça. Et tu diffuses régulièrement tous les ateliers, tu t'es fait un listing et on envoie régulièrement à l'ensemble de tous nos partenaires pour pouvoir en tout cas les informer sur tout ce qu'on peut mettre en place et leur permettre en tout cas de venir de s'inscrire le plus facilement, le plus rapidement possible pour participer à ces temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Madame Charon, mais voilà, c'est plutôt. Oui. Juste une petite précision de Déborah Furta qu'elle a mis dans le chat, je ne sais pas si tout le monde a pu le voir. Il y a un projet de 8 CRT dans les Yvelines. Voilà. Oups, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie, Madame Bellaxouri et Monsieur Touati, d'être venus présenter. Merci de nous avoir donné la parole. Et du coup, justement, puisqu'on se rend compte aussi dans ce temps, effectivement, grâce au Flash Santé, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, en tout cas, et si vous êtes sur le secteur nord ou sud, parce que vous l'avez compris, nos missions d'appui sur les professionnels, c'est sur le volet 1, s'étendent quand même sur pas mal de secteurs géographiques. N'hésitez pas, effectivement, à vous inscrire. Et merci aux participants qui nous sont fidèles. J'en profite pour le prochain Flash Santé, donc ce sera le 15 octobre de 13h à 14h. Et là, ce sera les équipes des lits Halte Soins Santé des Yvelines, des Mureaux de Gilbert Raby qui viendront se présenter. Les liens passeront et puis n'hésitez pas, voilà, mettre la petite enquête de satisfaction Flash Santé, vos adresses mail pour être sûr d'avoir le PowerPoint de présentation. Et puis le replay le lien sera aussi mis sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous remercie à toutes et tous.